Jean-Pierre Bel, seul et unique candidat. Ce matin, Catherine Tasca a décidé de retirer sa candidature. Et dans un instant, vous allez le voir, deux personnes vont venir à la tribune. Il s'agit de la Benjamine du groupe du Parti Socialiste, fraîchement élu, Frédéric Espagnac, 35 ans, élu des Pyrénées-Atlantiques, et le doyen d'âge du groupe socialiste, René Telade, qui vont prendre la parole, qui vont demander qui est candidat. Et à cette occasion, Jean-Pierre Bel va se lever. Vous allez le voir dans un instant. Il sera acclamé. Ce sera une désignation par ovation. Il sera, dans ces cas-là, acclamé et il viendra directement à la tribune pour faire un discours. Nous allons le suivre évidemment dans l'intégralité de cette séquence. Le Parti Socialiste nous a ouvert ses portes et peut-être dans un instant nous allons évidemment être en direct, mais nous allons pouvoir suivre tout de suite. Je vous propose un portrait peut-être de ce futur candidat qui sera désigné dans quelques minutes. Jean-Pierre Bel, c'est un portrait de Tam Tranui. 1998, Jean-Pierre Bel est élu sénateur de l'Ariège. À l'époque, il connaît déjà bien les arcanes du Parti Socialiste, mais découvre tout juste le Palais du Luxembourg. Moi, je me sens un Ariégeois perdu dans la foule. L'engagement politique du sénateur a commencé par la Révolution. Jeune, Jean-Pierre Bel est trotskiste. Avril 1974, il déboule en 2 chevaux à Lisbonne, au Portugal, pour participer à la Révolution des œillets. À peine 10 ans plus tard, il préfère la réforme à la révolution et adhère au Parti socialiste. Il gravit un à un les échelons, dans la fédération de l'Ariège, puis dans celle de Midi-Pyrénées, très ancrée dans son sud-ouest natal. À la même époque, il rencontre Lionel Jospin, son mentor en politique. J'étais un peu son bras droit, à la fois au sein du Parti socialiste et puis dans les campagnes comme la campagne pour les élections régionales en 92, où j'étais le responsable de la campagne. À la tête du groupe socialiste depuis 2004, Jean-Pierre Bel est un président discret, quasi inconnu du grand public, mais très apprécié par ses troupes. À l'écart de Solferino, il a préféré dans la course aux primaires François Hollande à Martine Aubry, à l'instar de nombreux élus locaux. Récemment, à l'automne 2010, Jean-Pierre Bel a commencé à sortir de l'anonymat lors des assauts répétés du groupe socialiste contre la réforme des retraites. Il est encore temps, mesdames et messieurs, de s'adresser au président de la République, car lui seul a la possibilité de vous dire « suspendez les débats » ici au Sénat. Décidément, le Sénat n'aura pas résisté longtemps au coup de colère du président de la République. Dans l'hémicycle, dans les manifestations, jamais on ne l'a autant entendu. Depuis, le soufflet était retombé, mais voilà à nouveau la machine médiatique qui s'emballe autour de lui. Dimanche, le Sénat a basculé à gauche. Le voilà donc en première ligne pour devenir président de la Haute Assemblée et désormais sans adversaire. En effet, Catherine Tasca a annoncé aujourd'hui qu'elle ne serait pas candidate. Quant à l'UMP, Nicolas Sarkozy lui-même a sommé sa majorité de céder la présidence à la gauche. Il reste donc de moins en moins de suspense. Rendez-vous le 1er octobre pour être définitivement fixé sur l'avenir de Jean-Pierre Bel. Voilà pour ce portrait de Jean-Pierre Bel. Nous allons rejoindre tout de suite la salle Clémenceau. Les événements ont démarré. Jean-René Telade prend actuellement la parole. Je vous propose de l'écouter. On reviendra tout à l'heure pour expliquer tout ce qui s'est passé. D'abord, dans des départements au scrutin majoritaire. Le Grand Chelem, dans le Morbihan, le siège de la Lozère, un siège dans le Loir-et-Cher, dans le Lot-et-Garonne, on souhaite que vous vous leviez. Alors je recommence. Le siège dans le Loir-et-Cher, oui. Tu es trop exigeant. Bien. Dans les Pyrénées-Orientales, un siège de plus en Indre-et-Loire, dans le Puy-de-Dôme aussi. Et je n'oublie pas la réélection de nos sénateurs dans les départements passés du scrutin proportionnel au scrutin majoritaire. Le Morbihan, je l'ai dit, mais aussi la Manche et le Loiret. Le changement de règles de la droite n'a pas marché, au contraire. Dans les départements proportionnels, nous avons enregistré une forte poussée qui a donné des résultats magnifiques. 3 sièges sur 4 dans la Loire.
Un siège de plus en Maine-et-Loire et en Isère. Un de plus dans le Nord, en Loire-Atlantique, dans l'Oise, à Paris, dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Pas-de-Calais. Bravo! Mais le Sénat a aussi basculé grâce aux formidables résultats des départements d'outre-mer. Les candidats se réclamant de l'opposition sénatoriale ont fait d'excellents scores. 3 sur 3 en Guadeloupe. 2 sur 2 en Martinique. Un siège de plus à La Réunion. Le siège de Saint-Pierre-et-Miquelon et un siège à Mayotte. Et je n'oublie pas le siège supplémentaire des Français de l'étranger. Ainsi, mes chers amis, jamais le groupe socialiste apparenté et rattaché n'a été aussi nombreux. Et au total, la gauche représente 177 sénateurs et la droite 171. Bon, j'en viens maintenant, après cette rapide introduction, à notre ordre du jour. Concernant l'ordre du jour du Sénat, je vous rappelle d'abord le dîner de bienvenue de ce soir, 20 h dans les salons de Beaufort. Je vous rappelle aussi qu'il y a vendredi la célébration du 30e anniversaire du vote par le Sénat de la loi abolissant la peine de mort. À 11 h, il y aura l'intervention de Gérard Larcher, intervention des groupes, 10 minutes par groupe. C'est Pierre Mauroy qui fera l'intervention pour notre groupe. Les conclusions par Robert Badinter. Cette commémoration intervenant le 30 septembre, c'est le Sénat, bien sûr dans sa composition précédente, qui est concerné. Je vous rappelle surtout la séance publique du samedi 1er octobre à 15 h, premier jour de la session ordinaire 2011-2012. Après l'allocution du doyen d'âge, il y aura le scrutin public à la tribune pour l'élection du président du Sénat. Le premier tour devrait commencer vers 15 h 30. La présence de chacune et de chacun, compte tenu de l'importance de ce vote, est bien entendu indispensable. Mais si vraiment il vous est impossible d'être présent, il faut notifier votre délégation de vote au président du Sénat. C'est une démarche individuelle, même s'il faut absolument prévenir parallèlement le groupe. On vous a donné aussi une procuration qu'il faut remplir pour le cas où vous ne pourriez pas venir à la dernière heure. Je vous demande d'ailleurs instamment, si vous ne pouvez vraiment pas être là, de venir voir le plus rapidement possible le secrétariat du groupe pour qu'il vous explique précisément les formalités à accomplir pour la délégation de vote. Avant de passer à la suite de l'ordre du jour, je vous indique aussi que la semaine prochaine est tout entière tournée vers le renouvellement des instances du Sénat. Vous trouverez dans le dossier un récapitulatif de toutes les dates. Notre présence est importante. Dès mardi 4 octobre, à partir de 10 h 30,
puisque nous aurons notre réunion de groupe. Puis mercredi et jeudi, au moins jusqu'à 15 h, heure à laquelle aura lieu la photographie officielle dans l'hémicycle. Vous trouverez dans votre dossier le calendrier, ainsi qu'une fiche de renseignement, une fiche pour les souhaits pour les commissions, un mot du questeur sur les bureaux, un organigramme de la structure technique qui nous accompagne dans nos travaux et un memento. Alors, l'ordre du jour appelle maintenant l'élection du président du groupe. Conformément à l'article 8 du règlement intérieur, après chaque renouvellement du Sénat, le groupe élit son président au scrutin secret. Le vote s'effectue à la majorité absolue aux 2 premiers tours et à la majorité relative en cas de 3e tour. Nous avons reçu à ce jour, à cet instant, une candidature. Et je vais tout de suite donner la parole au candidat Jean-Pierre Bel. Merci René. Chers amis, ces applaudissements, c'est moi qui devrais vous les adresser, et notamment à ceux et à celles qui ont remporté ces magnifiques victoires dimanche. Dans un premier temps de notre rencontre cet après-midi, je vais être extrêmement bref et réserver mon intervention proprement dite à la 2e période, mais je voulais tout de même féliciter, et je le redis, féliciter tous ceux qui ont été élus dimanche. Mais je vais y revenir. Je suis candidat à la présidence du groupe parce que c'est à partir de cette légitimité que je tiendrai de vous, que je peux ensuite me préparer à être candidat à la présidence de notre Assemblée. Laissez-moi vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à présider le groupe socialiste ici au Sénat. J'ai consacré toute mon énergie. Vous avez vous-même, pour ceux qui étaient là, beaucoup contribué au bon travail accompli qui nous permet aujourd'hui de vivre un moment que chacun considère comme historique. Ce que je vous propose, c'est de continuer notre route et de confirmer l'espérance qui est née, bien sûr, chez les élus, mais aussi chez nos concitoyens, à partir du vote de ce dimanche. Je vous remercie. Alors là, je vous pose une question. Je vous pose une question. Étant donné que nous n'avons qu'une candidature à la présidence du groupe, je vous propose, comme d'ailleurs l'avait fait la dernière fois Robert Badinter, je vous propose de voter par acclamation à main levée. Y a-t-il des remarques ou des oppositions? Donc je vous propose de voter par acclamation à main levée. Nous ne pouvons que féliciter très chaleureusement notre ami Jean-Pierre qui le mérite bien. Bravo Jean-Pierre. Et nous passons maintenant à la deuxième partie de notre du jour. C'est l'élection du candidat à la présidence du Sénat. Nous avons reçu une candidature. Je pose la question au candidat Jean-Pierre Bel. Est-ce qu'il souhaite reprendre la parole? Oui.
Donc Jean-Pierre, tu as la parole. Bien, mes chers collègues, mes chers amis, ce 25 septembre 2011 demeurera, je le redis, à jamais une journée historique. Nous avons vécu dimanche des moments forts, longtemps inimaginables pour la plupart d'entre nous. Ils resteront à jamais gravés dans la mémoire de celles et ceux qui y ont participé. Je veux d'abord saluer, et je vais le faire plus longuement, mes collègues élus ou réélus et les féliciter, vous féliciter, parce que c'est vous, dans les départements, en métropole et en outre-mer, qui avez permis cette magnifique victoire. Je pense aussi à cet instant à nos collègues qui ont toujours combattu avec cet objectif chevillé au corps. Pierre Mauroy, Robert Badinter, Claude Estier, que je salue et qui est présent dans la salle, notre président de groupe, Louis Mermaz. Et vous me permettrez aussi d'avoir une petite pensée pour tous les autres, et notamment pour Bernard Frimat. Cette victoire, c'est le résultat des combats que nous avons menés. Elle ouvre une page nouvelle qu'il convient d'écrire ensemble. Qui aurait pu le penser il y a quelques années seulement? Et j'ajouterais même qui y croyait vraiment. Et pourtant, nous voilà devant un joli présage pour le printemps qui vient. Malgré un mode de scrutin injuste, malgré une compétition, vous le savez, inégale, parce que la gauche a su rassembler, nouer un vrai dialogue, porter un message de confiance aux élus locaux, les 10 ans de victoire locale que vous incarnez se concrétisent enfin. Aujourd'hui, le Sénat est pleinement, démocratiquement, le représentant des collectivités locales. Il est en harmonie avec les majorités locales dans les territoires. Il nous appartient désormais de former une nouvelle majorité sénatoriale avec nos partenaires, avec celles et ceux qui voudront nous rejoindre, car les résultats de dimanche nous obligent et nous rendent encore plus responsables. L'alternance au Sénat redonne toute sa force à notre démocratie. Elle doit revivifier et régénérer le bicamérisme. Ce bicamérisme rénové, ce bicamérisme à la française, qui, j'en suis convaincu, conserve toute sa raison d'être et toute son actualité dans les institutions d'aujourd'hui. Le Sénat, longtemps synonyme de conservatisme le plus immuable, va donc pouvoir connaître enfin le changement. Changement pour nos territoires d'abord. Nous l'avons dit et redit tout au long de notre campagne et je crois que nous partageons toutes et tous ce diagnostic. Il y a malaise profond dans les territoires. Malaise dans les services publics locaux. Malaise dans les finances publiques locales. Malaise chez nos collègues élus locaux. Et le Sénat, je regrette d'avoir à le dire, n'a pas joué son rôle à cet égard. Il n'a su défendre ni les collectivités, ni les élus. Pire, il n'a pas empêché la stigmatisation. Il ne les est pas, ces élus, assez associés à la conduite des politiques publiques, ni aux grands enjeux qui intéressent notre pays. Il faudra donc y remédier, en recréant l'écoute et le lien avec les territoires et en permettant un nouveau souffle pour la décentralisation. Et la situation que je viens d'évoquer vaut bien sûr en métropole comme en outre-mer. L'outre-mer qui connaît des difficultés, mais aussi des atouts formidables, et qui doit avoir toute sa place ici au Sénat, plus encore que ce n'a été le cas dans le passé. Je veux vous le dire avec force, ce sera là l'un des axes de la mandature qui s'ouvre, et je salue à nouveau nos amis et camarades d'outre-mer. Nous allons également impulser le changement au sein de nos institutions, que ce soit sur la loi dite de réforme territoriale, sur les finances publiques locales. La voix du Sénat n'est plus entendue.
Et bien sûr, changement pour le Sénat lui-même. Nous en avons souvent parlé ici. J'y ai moi-même beaucoup réfléchi dans mes échanges avec vous, dans le rapport à notre candidate en 2007, dans un petit ouvrage que j'ai publié récemment à la Fondation Jean Jaurès. Oui, le changement, telle est aujourd'hui notre ardente obligation. Mais regardons un instant en arrière, regardons notre histoire, l'histoire de la gauche comme l'histoire du Sénat. Un retour aux sources de la gauche parce que le Sénat va redevenir le vrai représentant des collectivités territoriales et de la décentralisation. Et la décentralisation, c'est nous. C'est nous qui l'avons inventée, conçue, portée, réalisée, incarnée. Tout au long des 30 ans qui se sont écoulés depuis les grandes lois de fer qui ont marqué le premier septennat de François Mitterrand. Alors, bien sûr, c'est à nous désormais de prolonger ces réformes. C'est à nous de faire du Sénat l'institution dans laquelle se reflètera la décentralisation telle qu'elle dessine aujourd'hui notre pays. Retour aux sources, enfin, pour les défenseurs des libertés, car là aussi, le Sénat a joué un rôle essentiel dans une période où, loi après loi, les libertés publiques et individuelles régressent et sont même tout simplement bafouées. C'est donc à nous qu'incombe aujourd'hui la lourde tâche de ce changement, de ce retour aux sources. Et c'est dans cet état d'esprit, avec sérénité, détermination, que je sollicite votre confiance. Cette candidature, mes chers amis, mes chers collègues, mes chers camarades, je ne la prends pas à la légère. Elle est le résultat d'un long cheminement, l'aboutissement d'un long parcours à vos côtés, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Vous le savez, je suis un militant. Vous le savez, j'ai exercé de nombreuses responsabilités à la direction du Parti socialiste, ce qui ne m'empêche pas, par ma nature, d'être toujours ouvert à ceux qui ne partagent pas en tout point mes convictions et mes engagements. C'est le cas aussi de la plupart d'entre vous. Plusieurs mandats m'ont été confiés par les électeurs dans mon département. Maire d'une petite commune rurale, 80 habitants, Mijanès. Conseiller régional de Midi-Pyrénées, aux côtés de Lionel Jospin. Conseiller général d'un canton confronté aux difficultés immenses et souvent dramatiques liées à la disparition de plusieurs milliers d'emplois. Maire d'une ville moyenne, Lavelanet. Sénateur depuis 1998. Membre du bureau de Sénat en 2001. Président de notre groupe depuis maintenant 7 ans. C'est peut-être ainsi que je pourrais résumer mon parcours fait d'attachement au territoire et d'action politique nationale. Et cet engagement vient de loin, du plus profond de mon histoire personnelle et familiale, marquée par un socialisme jaurétien, par l'espérance d'un monde meilleur, imprégné par les idéaux de la résistance qui ont baigné mon enfance et ma jeunesse. Je connais désormais bien notre Sénat et sa culture parlementaire propre. J'ai tissé des liens avec vous, avec d'autres de nos collègues. Je me suis totalement impliqué, je le crois, dans la campagne sénatoriale auprès de nos candidats, dont bon nombre sont aujourd'hui ici. Depuis des mois, je travaille avec nos amis communistes, radicaux de gauche et bien sûr avec nos amis d'Europe Écologie Les Verts. Riche de ces expériences variées, toutes pour moi également fondamentales, je veux aujourd'hui faire vivre notre ambition pour le Sénat. Une ambition nouvelle pour nos territoires. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet essentiel. Loin de la récente réforme territoriale, nous devons mieux les armer, les collectivités, pour faire face aux défis de l'époque, pour renforcer l'intercommunalité sans détruire les communes, pour permettre aux départements de jouer leur rôle, pour accroître la force de frappe des régions. C'est aussi une nouvelle ambition pour préserver et moderniser nos services publics, retrouver le chemin d'une croissance forte et durable à l'heure où la crise semble trop souvent une fatalité. Ambition, oui, ambition, mais aussi une confiance retrouvée entre le Sénat et les élus locaux. Aujourd'hui, ce lien pourtant essentiel est rompu. À nous de le faire revivre. C'est pour cela que je souhaite, dès les mois qui viennent, tenir des états généraux avec les élus locaux pour échanger avec eux sur les grands enjeux que nous connaissons bien. Car ce n'est qu'ainsi, ensemble, que nous pourrons trouver et mettre en œuvre
des solutions adaptées et pertinentes, que ce soit sur des sujets précis mais importants comme la simplification des normes ou sur d'autres points. Un Sénat plus moderne, plus modeste, plus transparent, pour être en phase tout simplement avec la France d'aujourd'hui. Pour ne pas prêter le flanc à la critique, nous devons donner l'exemple, tout en permettant naturellement à chaque sénateur d'exercer pleinement son mandat de parlementaire. Un rôle nouveau au cœur de nos institutions. J'en suis convaincu. Le bicamérisme rénové demeure non seulement utile, mais nécessaire et même indispensable. Pour améliorer la qualité de la loi, il est nécessaire. Pour faire valoir les intérêts des territoires, il est nécessaire. Pour défendre les libertés aussi. Oui, je le dis comme je le pense. Nous devons être fiers d'être sénateurs. Nous devons renforcer notre rôle de contrôle sur l'action de l'exécutif, sur laquelle, nous le savons, aujourd'hui il y a beaucoup à dire. Je suis tout aussi persuadé que le Sénat doit renforcer son rôle et ses moyens en matière de prospective pour participer pleinement à la préparation de l'avenir. Je pense qu'il y a là un chantier intéressant à ouvrir. À nous de nous saisir de nos prérogatives, comme le Sénat a su le faire. Voilà, vous venez de suivre en direct l'intervention de Jean-Pierre Bel, son discours de candidature pour la présidence du Sénat. Je vous rappelle la date, bien entendu, samedi à partir de 15h sur notre antenne. Vous pourrez suivre en direct le duel face à Gérard Larcher pour la présidence du Sénat. Nous nous retrouvons dans quelques minutes, dans 1 heure à peu près, pour un flash spécial. Tout de suite, rendez-vous à l'Assemblée nationale pour les questions au gouvernement. À tout à l'heure.